Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui je me trouve dans le magnifique département de la Drôme pour vous présenter une petite anglaise avec un sacré pédigré. C'est la deuxième MG sur ma chaîne, une marque au passé glorieux avec un blason qui évoque le sport automobile, les petits roadsters, etc. Et là, croyez-moi, je vous ai déniché pas n'importe quel exemplaire d'MG, puisque nous avons affaire à une MGF, mais si les plus observateurs d'entre vous ont déjà remarqué quelques détails, il ne s'agit pas d'une simple MGF Roadster, pas d'un modèle de grande série, mais au contraire d'une MGF dite Trophée. Et là vous vous dites sûrement MGF Trophée, attends, mais en fait c'est plutôt MGF Trophy, qui était la version de route un petit peu plus sportive, une phase un peu plus évoluée de la MGF. Non, il s'agit bien d'une MGF Trophée, ou en tout cas c'est le surnom qu'on peut lui donner, parce qu'elle n'a pas vraiment de nom en particulier. C'était la MGF préparée par l'usine pour courir dans le trophée MGF France. On a ici affaire à un modèle de 1996, c'est la dernière produite en 1996, la numéro 17, et elles ont été produites entre 95 et 97. Et je tiens à remercier vivement mon ami Gabriel pour aujourd'hui être venu avec moi me présenter sa petite MGF. Gabriel, c'est un passionné parmi les passionnés qui est capable de vous retracer l'entièreté de l'historique d'une voiture. Et donc évidemment, il a conservé tous les documents, tout à 100% sur cette voiture. Un grand merci à lui pour passer avec moi cette journée à bord de sa voiture. On a affaire ici à une véritable authentique auto, puisque cette voiture, après avoir été passée entre quelques mains de plusieurs propriétaires pilotes dans le trophée MGF France, elle a été stockée à partir de 2005 et n'a plus roulé jusqu'en 2022 lorsque mon ami Gabriel l'a rachetée. Donc c'est une voiture qui a seulement 44 000 km. Et la façon dont vous la voyez maintenant, c'est l'état dans lequel elle a couru pour la dernière fois. Donc c'est pour ça que la peinture n'est pas parfaite, qu'il y a des petites imperfections, etc. La voiture a essentiellement été sortie du paddock, stockée pendant près de 17 ans, avant aujourd'hui de reprendre la route. Donc vous l'aurez compris, ça en fait une voiture extrêmement rare. Encore une fois, il y en a eu seulement une trentaine qui ont été produites par l'usine. Et là, tout un tas de petits détails vraiment spécifiques à la version course qu'elle est, même si elle est homologuée pour la route. On peut commencer avec peut-être quelque chose de très évident, ces fameuses goupilles manuelles pour ouvrir le capot avant. Alors pour rappel, sur une MGF, le moteur n'est pas ici, mais il est en position centrale arrière. Donc voilà ces petites goupilles. Ensuite, vous avez ces jantes. Alors, seules entorses à l'origine, ici, elles ont été repeintes en blanc. Normalement, elles sont grises. Par contre, vous avez encore derrière les étriers spécifiques de la préparation. Au-dessus des jantes, vous remarquez aussi qu'il y a un coupe-circuit ici. Et ça, c'est vraiment un indice qui vous fait dire que ce n'est pas une voiture tuning, mais vraiment une voiture préparée pour la course. Là, petit aperçu de l'intérieur dans lequel on va aller tout à l'heure, mais vous voyez déjà des très beaux baquets AMG avec les harnais, pareil, 100% d'origine. Et surtout, ce hardtop avec une forme arrière spécifique. Pour ceux qui connaissent, le hardtop de la MGF traditionnelle est plus arrondi. Là, ici, vous avez cette espèce d'aileron et vous voyez aussi qu'il a des petites grilles d'aération. Au passage, c'est un hardtop qui est complètement en fibre de verre. Vous voyez ici, avec là une vitre en lexan, hop. Et si vous regardez au niveau du toit, vous voyez qu'il n'est pas du tout doublé, pas du tout calfeutré, c'est de la pure fibre. Quand on passe à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de modifications. Alors vous avez toujours ces goupilles, pareil pour ouvrir ce qui est le coffre et capot moteur. Et puis au niveau du pare-choc, des échappements, ça ne change pas d'une MGF, au détail près que la ligne d'échappement est différente, mais ça évidemment on ne peut pas le voir, il faut l'entendre. Je dois préciser aussi que toutes les MGF du trophée France étaient finies dans cette couleur traditionnelle British Racing Green, une couleur qui est super sympa. Et là j'en profite pour vous montrer quelques petites rayures, quelques petits stigmates de son passé en course. Au passage aussi, ici on a une belle trappe à essence en aluminium. Et puis voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qui la distingue d'une MGF traditionnelle. Elle est très mignonne,
On voit aussi que c'est une phase 1, elle a ses petits clignotants orange, cet avant avec un pare-choc pas très démonstratif. C'est pas une MG TF typiquement, donc on est bien ancré dans les années 90. Et enfin, dernier point, le moteur qu'elle abrite qui est légèrement préparé. Il développe environ 130 chevaux, c'est un 1,8 litre atmosphérique et c'est un moteur qu'elle partage avec la première Lotus Elise. Alors nous voici à l'intérieur de la MG et avant que je vous présente justement cet intérieur en détail, etc., il faut que je vous parle un petit peu du trophée MGF France, puisque c'est quand même ce pourquoi cette voiture a été conçue. Donc c'est un trophée qui a duré seulement 3 ans, les voitures ont couru entre 95 et 97, c'est un trophée assez court. Trophée monotype, monomarque donc, sur lesquels les propriétaires de MGF évidemment étaient amenés à courir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce trophée avait lieu typiquement en parallèle, voire en même temps que des épreuves de championnat du monde. Donc typiquement, vous prenez l'exemple de la Porsche Carrera Cup qui court un petit peu avant Le Mans, mais en même temps que l'événement des 24 heures du Mans, là c'était la même chose. Et donc cette voiture et les voitures du trophée MGF sont retrouvées à courir dans des courses super prestigieuses, par exemple les 2 heures de Spa, les 2 heures du Castellet, la montée du Mont Ventoux, le rallye du Touquet, enfin bref, tout un tas de courses assez prestigieuses et parfois même les voitures du trophée MGF France couraient en même temps que d'autres voitures dans d'autres championnats. Donc typiquement pendant une course de rallye, vous pouviez avoir un départ de X voitures de rallye, par exemple de WRC ou ce genre de choses, et les MGF partaient 30 minutes plus tard. Et donc en théorie sur le papier, elles affrontaient, bien qu'elles ne pouvaient évidemment pas gagner, elles affrontaient d'autres voitures bien plus prestigieuses. Cette voiture en particulier a participé à peu près une trentaine de courses et fait assez rare pour les MGF du trophée MGF, c'est qu'elle n'a jamais été accidentée. Pendant ce trophée, les pilotes un petit peu chevronnés, il y avait pas mal d'accidents qui avaient lieu, mais donc celle-ci n'a jamais été accidentée, ce qui en fait l'une des plus authentiques parmi les rares survivantes de cette époque. C'est Rover France, en partenariat avec Rover tout court, Rover Monde en fait, qui a été sélectionné parmi plusieurs pays pour pouvoir organiser ce championnat. On a eu la France, l'Angleterre et le Japon seulement. Et il faut savoir aussi que les voitures engagées dans le championnat anglais et le championnat japonais étaient complètement différentes. Il y avait de la boîte séquentielle, il y avait des moteurs beaucoup plus puissants. Les voitures France avaient donc une préparation spécifique bien à elles pour leur championnat. Allez, on va passer à l'intérieur et là vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus radical qu'à l'extérieur. Donc je vous ouvre la portière. Voilà. Comme vous voyez, ça change pas mal et il y a pas mal de petits trucs à dire. Je ne sais pas ce qui est le plus frappant quand on regarde en premier dans l'intérieur de cette voiture. Est-ce que c'est cet énorme arceau-cage 10 points qui court tout le long de l'habitacle, ou bien ces incroyables baquets siglés MG d'usine, baquets fixes complètement de course avec leur magnifique logo là-haut et puis leur harnais. Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus sport selon vous? Moi je pense que c'est la combinaison des deux et c'est assez rigolo de voir ça dans une petite MGF à l'extérieur, pas trop sportif. Bienvenue à bord de la MGF dite Trophée. Alors ce qui me frappe au premier abord, je trouve qu'il y a une certaine dualité entre la violence et la radicalité de ces baquets impressionnants, de cet arceau-cage, du fait que le hardtop soit complètement vide et que d'ailleurs la voiture soit complètement vide. Vous voyez ici au niveau des pieds, vous avez des repose-pieds en aluminium, les portières sont vides, etc. Donc une dualité entre tous ces éléments, l'extincteur aussi bien évidemment, j'en ai un passager et un ici côté conducteur, et le bloc compteur et le volant qui eux semblent assez normaux finalement, ils ne changent pas beaucoup d'une MGF classique, si ce n'est pas du tout. Donc le compteur par exemple, il n'y a rien de spécial qui annonce qu'on est face à une voiture de course. Le volant, il a conservé son aspect original, il y a même un airbag. Alors ce petit 4 cylindres, à quoi il ressemble? Je vous laisse écouter.
Ça résonne beaucoup, hein. Franchement, c'est super sympa, on sent qu'il va y avoir du sport. Au niveau de la console centrale, par contre, là, c'est un petit peu plus dépouillé. Donc, en haut, on a ici la température d'huile, une petite horloge. Au-dessus, on conserve quand même les aérateurs, hein. On est dans une GT, donc homologuée route. Là-bas, vous avez un petit logo MG. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là, mais c'est assez rigolo. Par contre, ici, l'espace qui est dévolu à la radio, là, il est vide. Cette petite manette, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez. C'est le klaxon. Par contre, cette plaque en carbone là n'est pas d'origine. C'est un des seuls éléments qui ne sont pas d'origine sur la voiture, avec le petit levier de vitesse. Mais c'est vraiment tout. Bref, en dessous, vous avez les vitres électriques quand même. Petit luxe de la part d'MG. Un autre luxe également, vous avez toujours votre allume-cigare et votre petit cendrier ici au niveau de l'accoudoir central, au niveau du frein à main. Et alors là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais on a un petit truc qui descend comme ça. Il n'y a pas de rangement, hein, derrière, c'est un vide. J'ai aucune idée d'à quoi ça sert, mais c'est là. Côté passager, on garde aussi quand même une boîte à gants. Voilà, alors c'est très faible ouverture. Je pense qu'on ne peut pas mettre grand chose dedans. Je vous disais tout à l'heure que cette voiture a le moteur de la Lotus Elise S1, et c'est vrai que quand on regarde le rétroviseur conducteur comme ça, on sent qu'il y a une certaine parenté. Il faut savoir qu'on est très proche du sol dans cette voiture, on est assis bien bas, et le fait d'être dans des baquets de course, je pense que ça joue encore plus, ça la rapproche encore plus d'une Lotus. Alors pareil, tous ces éléments que vous voyez là-bas, donc ces pédales en aluminium et ces repose-pieds rouges, sont aussi 100% d'origine, n'ont pas été rajoutés après, donc c'est vraiment la prépa usine. Et là, vous voyez qu'on a directement la caisse nue, donc on n'est pas là pour rigoler. Et alors Gabriel m'expliquait que l'accessoire qui est sûrement son favori, puisqu'il est extrêmement rare, c'est cette lampe d'origine tout au long de la portière. Là, je ne vais pas la bouger parce qu'elle est très fragile, qui permettait aux copilotes de lire leurs notes de nuit. Donc c'est une lampe, vous la prenez comme ça, elle est orientable. Ça, c'est incroyable qu'elle soit encore sur la voiture et qu'elle n'ait pas bougé depuis tout ce temps-là. Ici, 100% Authentiques Auto, autocollant de la FFSA d'époque qui n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment impressionnant. J'adore. Et si vous continuez par là-bas, je vais me glisser derrière les baquets. Vous avez la plaque avec son numéro de châssis, MGF France. Vous apprécierez au passage la nudité de cette partie arrière complètement vide avec seulement le arceau et la tâche des harnais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, mais ça résonne quand je parle dans la voiture. Et ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Je parle dans une voiture qui a été vidée et qui résonne. Et pourtant, elle est homologuée pour la route. Sous le capot avant, là où on est censé avoir un coffre, eh bien, on n'a pas d'espace de stockage. C'est pas une surprise pour le coup. On a la roue de secours de l'époque. Ici, le joyeux klaxon que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Là, on retrouve le coupe-circuit extérieur et puis le coupe-circuit intérieur. Et un petit détail que j'adore, c'est cet autocollant airbag d'époque. Encore une fois, sur une voiture de course, ça paraît assez singulier. J'en profite tant que je suis ici pour vous montrer le système de suspension de cette voiture. Vous voyez, là-bas, il y a une espèce de sphère. En fait, cette voiture, comme sur les Citroën, était suspendue par des sphères et par un système pneumatique, un système hydraulique, une suspension qui s'appelait Hydragas. Et donc, cette voiture avait une suspension réglable. Et pour le circuit, Gabriel m'expliquait que normalement, ici, il n'y a pas d'espace. La voiture est vraiment au ras du sol. Et là, elle est en position, entre guillemets, rallye, parce que Gabriel a couru récemment un rallye avec. Et apparemment, c'est extrêmement coûteux et compliqué de changer la suspension. Ce n'est pas un réglage qui se fait de l'intérieur comme ça pourrait l'être pour le coup sur une Citroën. Là, non, il faut aller en atelier et c'est vraiment une démarche spécifique de connaisseurs. Donc forcément, on ne va pas faire ça tous les 4 matins. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une goupille pour un capot de course, c'est très simple. Hop, vous venez la rentrer ici et vous claquez comme ça et puis c'est bon. Et nous voilà à présent côté capot moteur. Alors d'abord, qui dit moteur central arrière dit quand même espace de coffre. Donc là, on a un vrai espace de coffre pour le coup qui est pas mal. On peut y mettre, je pense, 2 valises pour partir en week-end. Par contre, vous voyez que la caisse est entièrement vidée.
Et pour ce qui est du moteur en question, le petit 1,8 litre 230 chevaux, eh bien, vous ne verrez pas plus que ça parce que l'accessibilité moteur est absolument horrible. En fait, il faut carrément déposer le berceau arrière si vous voulez vraiment accéder à la plupart des pièces. Donc, vous ne verrez que ça. C'est un petit peu dommage pour un moteur optimisé pour la course. Mais bon, c'est comme ça, c'est les Anglais. J'ai envie de vous montrer un autre petit détail. Je ne sais pas si vous voyez ces deux points là et là qui sont un petit peu en relief. On dirait de la peinture bouchée, un trou bouché. Et bah oui, c'est bel et bien un trou bouché. On les voit ici aussi. En fait, la MGF version route avait un petit aileron. Et l'usine s'est dit, bon, bah pour la prépa course, on va enlever l'aileron. Je pense pour des raisons aérodynamiques. Mais du coup, ils l'ont simplement fait à l'artisanal. C'est-à-dire, on enlève l'aileron, on bouche les trous, on repeint sommairement par-dessus. Et puis c'est tout. Pour conclure, je tiens à remercier tout particulièrement mon ami Gabriel pour cet après-midi incroyable avec sa MGF, avec ses histoires, sa manière de me les raconter, ses millions de détails, l'émotion qu'il met quand il me parle de ses voitures. C'est toujours un plaisir d'être avec lui et un plaisir à chaque fois qu'il a une nouvelle voiture de pouvoir partager ça. Donc vraiment un grand merci à lui. En attendant, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous voulez que je présente votre Youngtimer, vous m'envoyez un message sur Instagram ou un email à l'adresse qui s'affiche et puis on peut s'organiser. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!